Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je viens de gagner un incroyable respect pour tous les membres de la communauté du cosplay. C'est un plaisir assez indescriptible. Allez! Bienvenue dans cette deuxième partie du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Final Fantasy, avec cette fois-ci le king de la saga, celui qui a ouvert l'Europe à son univers, Final Fantasy VII. Je profite d'avoir eu vos réactions à la première partie pour revenir sur une petite erreur qui s'était glissée. Il y a 14 personnages jouables dans Final Fantasy VI, et non pas 12, comme je l'ai dit en me basant sur le let's play que j'avais téléchargé. L'erreur est humaine. J'en profite également pour le préciser parce qu'on me l'a demandé, le théâtre n'est pas un art audiovisuel parce que celui-ci implique qu'il y ait une captation de la performance, qu'on passe par une caméra, ce qui va créer le point de vue. Et un art, c'est toute activité ou fruit de cette activité qui s'adresse délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Alors attention, quand on parle d'intuition et d'intellect, on parle pas de « j'ai l'intuition qu'il faut sauter sur cette plateforme pour avancer », mais d'intuition et de réflexion émotionnelle, intellectuelle, face au message sous-jacent d'une œuvre. Dans la première partie, on s'était intéressé au balbutiement du jeu vidéo, mais à partir de la 5e génération de consoles, PlayStation, Nintendo 64 ou encore Saturn, on arrive à la 3D, ce qui va pousser les développeurs à essayer de repousser plus loin les capacités narratives du jeu vidéo, notamment grâce au code du cinéma, mais aussi à travers les codes du jeu vidéo lui-même. La 3D avait déjà vu ses débuts en arcade, sur console et sur PC, principalement avec la 3D fil de fer, suivie par la 3D dite face pleine peu de temps après, avant d'arriver vers une 3D faite de déformations d'images 2D avec les classiques Doom ou Wolfenstein 3D, et d'enfin arriver à la 3D texturée que l'on connaît aujourd'hui. Tout cela avait introduit une notion de vue subjective dynamique, projetant le joueur dans le monde de son jeu vidéo et proposant une vue plus réaliste que les points de vue zénithaux, des 3D isométriques et le plus souvent de simples niveaux de profondeur 2D. Quelques exceptions avaient dans le même temps tiré parti de la liberté offerte par le dessin 2D pour proposer des plans plus proches du cinéma et surtout un large éventail de valeurs de plans et d'angles de caméra, comme la saga Monkey Island développée par, et c'est logique, la filiale de jeux vidéo de Lucasfilm, mais ça restait limité par la 2D qui exige de ne pas être trop créatif pour que le perso puisse être réutilisé dans chaque plan, limitant à des profils et face caméra à hauteur d'yeux. L'idée de génie est venue des Français d'Infogrames avec le jeu Alone in the Dark, qui est assez proche de ce qu'on va aborder avec FF7, mélangeant 2D et 3D pour offrir plus de choix de points de vue, offrant ainsi de nouvelles possibilités en termes de narration et de gameplay que nous allons analyser aujourd'hui. Dans le même temps, le développement et la confirmation des codes du jeu vidéo a mené à ce que les programmeurs remettent en question ces derniers, ou cherchent à les utiliser pour participer à raconter une histoire, comme nous l'avons vu en partie 1 avec par exemple Final Fantasy IV. Et ça aussi nous allons le traiter dans cette vidéo. Cette étude de la narration du jeu vidéo s'appelle la ludologie, qu'on parle d'ailleurs de jeux vidéo ou de n'importe quelle autre forme de jeu, comme les échecs, les jeux de société, les jeux de cartes ou la marelle, de la même façon que la narratologie s'intéresse à la façon de transmettre le récit à travers le texte ou des visuels. Et Final Fantasy VII est le jeu idéal pour aborder ces questions. Final Fantasy VII. Chez beaucoup de gens, moi y compris, ce simple nom évoque la joie, l'excitation et même la mélancolie et la tristesse à cause de... Vous savez? Au pire, si vous savez pas, vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais pourquoi vous pensez que de tous les jeux de la saga, c'est le premier à recevoir un vrai remake, pas un simple portage ou remaster HD? Bon, si on nommait Final Fantasy 3 et 4, mais sur DS, donc ça compte qu'à moitié. Ce jeu a été une révolution. Il a coûté aussi cher qu'un blockbuster américain de l'époque à produire, 45 millions de dollars, et autant en communication et marketing, y compris de la poche de Sony, qui misait beaucoup sur le jeu pour vanter les capacités de sa console. Il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires l'année de sa sortie, il en est à 13 aujourd'hui avec les diverses rééditions, et a rapporté plusieurs millions de dollars à Square. Alors comment est-ce qu'un jeu atteint un statut culte? C'est la question qu'on va se poser dans cette partie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur les différentes possibilités pour jouer à Final Fantasy VII parce que j'ai été confronté au problème lorsque j'ai voulu faire ma 32e partie et capturer les images qui vont me servir pour cette vidéo. Et comme je voudrais parler d'absolument tout ce qui m'intéresse dans ce jeu, il est fort probable que je vous spoil une bonne partie de l'intrigue, c'est même quasi certain en ce qui concerne le méchant principal. J'ai essayé de conserver les spoilers pour la partie 2, mais grosso modo il vaudrait quand même mieux que vous ayez joué au jeu avant de regarder ces vidéos. Alors, quelles possibilités s'offrent à vous pour jouer à Final Fantasy VII? Eh ben vous en avez plein, mais il y a un petit problème à prendre en compte. Sorti en 1997 et réalisé par Yoshinori Kitase, de retour du 6ème jeu, c'est avant tout sur sa version PlayStation que j'ai expérimenté Final Fantasy VII.
Bien que la console se présente comme une révolution technologique, le passage à la 3D n'est cependant pas complet. On y reviendra, mais le jeu propose en priorité des backgrounds 2D qu'on dit être en 3D précalculés. Ce n'est pas de la 3D, c'est une image 2D représentant un environnement en 3D, par-dessus laquelle on a ajouté une version extrêmement simplifiée du même environnement en 3D pour que la console ait une surface sur laquelle faire se déplacer le personnage. Et si c'est la principale révolution, en termes de pérennité, c'est aussi le principal problème. La PS1 était un bijou, mais elle était toujours limitée en termes de résolution, sortant sur la plupart des jeux du 320 pixels par 240. Affiché sur les écrans cathodiques de l'époque, en passant par des câbles analogiques comme la Péritel ou le S-Video, c'était pas très dérangeant. La grille microscopique qui recouvrait les écrans ajoutait de la texture et faisait relativement disparaître les gros pixels, donnant l'impression d'une image très bien définie. Mais alors, dès qu'on a voulu augmenter la résolution, c'est devenu la merde. Dès l'adaptation du jeu sur PC, un an après la version console, qui à elle seule est une histoire folle du genre, elle a été faite à partir d'une version non définitive du jeu japonais, du coup il a fallu non seulement adapter le jeu à une nouvelle plateforme, mais aussi le finir de la même façon qu'il l'a aidé sur console. Bref, dès la version PC, ils ont gonflé la résolution pour atteindre le 640 par 480 et ont opté pour cette solution très moche mais simple et efficace, zoomer dedans sans aucun filtre. Du coup, à l'époque, on retrouvait presque le feeling du jeu original, et avec nos persos, eux représentés en 3D temps réel, pixelisés aussi, parce qu'à l'époque l'anti-aliasing, tout ça était relativement harmonieux. Mais alors, quand on est passé au 1080p, la différence a sévèrement commencé à jurer. Alors pour contourner ce problème, on a longtemps eu deux solutions. D'abord, l'émulation, légale si vous possédez le jeu physiquement. Et autant vous dire que dans mon cas, la question ne se pose pas. Vous pouvez activer des filtres qui vont adoucir les agrandissements, tout en essayant de conserver un peu de netteté. Ça donne souvent de la bouillie, mais c'est toujours mieux que des gros pixels qui attirent l'attention, mais alors c'est un calvaire pour tous les effets de transparence. Comme les personnages se promènent dans une image 2D qui simule une profondeur, à un moment ou à un autre, il y a un risque qu'ils passent en dessous d'un élément du décor. Pour gérer cela, les développeurs ont utilisé un système de calque ou de couches. Il y a un background et tout un tas d'éléments qui sont séparés du reste. Sauf qu'ils ont été conçus, et donc détourés, dans leur résolution initiale de 320 par 240 environ. Du coup, quand tu les agrandis, les bords de ces calques foirent souvent. Ça fait des lignes vertes, à cause des micro-décalages provoqués par les filtres de redimensionnement de l'émulateur. L'autre solution, plus officielle, est de jouer avec les rééditions de Square sur le marché en ligne qui ont agrandi les images avec un filtre qui les rend floues. Alors du coup c'est beaucoup moins criard et visible que les pixels, mais... bah c'est flou quoi! C'est laid! Et surtout ça n'est disponible que pour les rééditions console, sur le store PlayStation, Xbox, sur Switch, etc. Parce que la version Steam n'a pas été mise à jour depuis 2013, et à l'époque on avait choisi les gros pixels. Alors écoutez, on va partir sur une émulation, hein. Je vous ai prévenu, parfois ça va faire un petit peu de la bouillie, mais... un instant. Des fans utilisent l'intelligence artificielle pour remasteriser les décors de Final Fantasy VII version PC en HD. Oui alors, ça marche une fois sur 10, hein. On va tester le truc pour voir vite fait, mais franchement, je donne pas cher du tout. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais vous avez vu tous ces détails? Cette précision? Regardez la grille comme elle est parfaite! Regardez cette transparence, bordel! Il y a des détails dans les pétales de fleurs! Ah! Je ne peux que vous recommander, si vous n'avez pas déjà fait ou que vous souhaitez le découvrir, de jouer à FF7 sur PC avec le pack Rimako. Alors honnêtement, c'est un peu le bordel de faire fonctionner les mods sur FF7, faut carrément remplacer le lanceur du jeu par celui d'un autre programme qui s'appelle Seventh Heaven. Quelle que soit la version du jeu que vous utilisez, celle sur Steam ou une version PC originale, ça va appliquer tout un tas de patchs qui corrigent les bugs du jeu, mettent à jour les graphismes pour débloquer les résolutions jusqu'à la 4K, et offrir un menu dans lequel vous pourrez télécharger ou dropper des mods. Après on va pas se mentir, vaut mieux en rester là, hein, parce que les mods sur Final Fantasy VII, ça a vite fait de partir en couille. On y reviendra plus en détail quand on abordera les choix artistiques du jeu, mais en dehors des backgrounds et de la musique, je vous déconseille de cliquer sur trop de trucs. Les seuls autres mods que je vous conseille d'installer, c'est comme je viens de le dire, celui qui restaure les musiques originales du jeu, sinon il est programmé pour les jouer en MIDI et... putain, ce serait perdre beaucoup du charme du jeu. Ainsi que celui qui remplace les cinématiques par des versions HD également. Attention cependant, il y en a plusieurs, et certains changent aussi leur framerate, ce que je déconseille fortement. Voyez-vous, le jeu tourne en 30 fps, et les cinématiques, pour prendre moins de place, sont présentées en 15 fps, ce qui leur donne cet aspect légèrement saccadé. Or, le framerate est essentiel dans l'élaboration des animations, et vous pouvez voir avec cet exemple que si certains mouvements passent relativement bien en 15 fps, en 30, ils donnent d'un coup le sentiment d'être bizarrement foutus et très gauche, car les trajectoires et déplacements sont pensés pour une cadence différente. Mais remplacer les backgrounds par des versions HD a provoqué pour moi une véritable redécouverte du jeu.
J'ai remarqué pour la première fois des détails qui m'étaient passés à côté toute ma vie lors de mes parties précédentes et qui m'ont fait encore plus apprécier le souci qui a été apporté à l'époque par les développeurs. Bien sûr, la technologie est pas parfaite et il y a une ou deux zones où vous aurez quelques bugs graphiques, mais vraiment très peu et comparé au bénéfice général apporté par cette nouvelle définition de l'image, c'est un maigre prix à payer. J'ajoute qu'un autre mode de ce genre, Setsuki Yatoshi, est sorti récemment et propose des agrandissements parfois beaucoup plus clean, notamment sur les lignes droites, mais j'avais déjà fait toutes mes captures pour cette vidéo, donc je l'ai pas utilisé. Enfin, le dernier truc que je vous conseille, c'est la retraduction à partir des textes japonais originaux qui s'appelle Neo Midgar. Non, parce que quand il y aura des voix, je ferai de la VO, mais là ça va pas être pratique pour jouer, donc je l'ai laissé en français. Je connais l'auteur du mode et ça change tout également. Faut bien comprendre que parmi les révolutions de Final Fantasy VII permises par la technologie CD, l'une d'elles était d'avoir de la place pour beaucoup plus de dialogues. Entre les personnages non jouables et les dialogues essentiels du script, c'est plusieurs milliers de pages qui étaient à traduire, et pour ne rien arranger, le texte des versions européennes est basé sur la traduction américaine du jeu, étant donné que ça devait coûter moins cher en traducteur, et puis de toute façon le jeu international est différent de la version vendue au Japon. Du coup, je crois que le traducteur a pété un câble au bout de 6 mois, et on a eu des passages difficilement compréhensibles, mais aussi ce genre de choses. Alors ça nous a pas empêché de profiter du jeu, mais il y a des trucs qui ont tellement plus de sens maintenant qu'ils sont traduits correctement que je ne peux, là aussi, que vous recommander le patch pour votre prochaine partie. Alors en toute honnêteté, il y a des attaques et des objets qui changent de nom et que je trouve beaucoup moins classe avec cette nouvelle retraduction, mais grosso modo ça apporte beaucoup plus que ça n'enlève. Donc pour résumer, ma partie de Final Fantasy VII a été capturée sur PC en 1080p avec résolution native 4K, 30 FPS, avec les patchs Neo Midgar, Rimako pour les backgrounds HD, les films en HD et les musiques originales, et c'est je pense la meilleure façon de jouer à Final Fantasy VII aujourd'hui. À quelques petites exceptions près, comme ces bouches rondes de poupées gonflables dégueulasses qui sont retirées avec un patch, qui retire d'ailleurs toutes les bouches, y compris les simples traits qui fonctionnaient plutôt bien, et parfois quelques bugs avec les sons ou les musiques en fonction de la version de base que vous utilisez. Bref, tout ce bordel technique étant réglé, allons-y pour Final Fantasy VII. Final Fantasy VII nous propose de suivre l'aventure d'un groupe de personnages mené par Cloud. Alors, moi je l'ai nommé Clad, pour que ce soit comme dans ma partie originale, mais c'est un abus de traduction française, c'est pas Clad, c'est Cloud. À l'anglaise, c'est un mot anglais. Je trouvais que c'était une bonne idée finalement de le renommer Clad, parce qu'étant donné le niveau général d'anglais dans les années 90, tout le monde l'aurait appelé Clou. Donc Clad, par rapport à Cloud, ça me paraît pas si mal au final. Puis si on avait gardé la prononciation japonaise, ça ferait Clodo, alors bon... Tu parles de nous après. Ce mercenaire est un ex-membre du soldat. Oui, là pour le coup, le jeu manque dramatiquement d'imagination, l'armée s'appelle le soldat, qui au début du jeu est engagé par Barrett, le leader d'un groupe d'écologistes révolutionnaires, nommé Avalanche, et Tifa, son ami d'enfance, pour détruire un des réacteurs de l'entreprise qui l'employait. En effet, nous n'affrontons pas un empire, comme dans tous les anciens jeux, mais son équivalent dans un univers cyberpunk, une entreprise capitaliste toute puissante qui a étendu sa domination sur le monde à travers la technologie Mako, une façon de produire de l'électricité qui résulte de l'extraction de la force vitale de la planète, la rivière de la vie. Seule entité étatique visible du jeu, ce qu'elle a fait grâce à diverses exactions parmi lesquelles rien de moins qu'une guerre avec une région nommée Wutai, elle dispose de sa propre force armée qui impose partout sur le globe une loi martiale, contrôle l'information, maquille et fait disparaître ses crimes autant que ses opposants, et gère tous les aspects technologiques jusqu'à l'exploration spatiale, du fait de son contrôle exclusif sur l'énergie. Je parle bien sûr de la maléfique et toute puissante... La rivière de la vie est au centre d'absolument tout l'univers de Final Fantasy VII. Hironobu Sakaguchi, créateur de la saga et maintenant uniquement producteur, qui avait perdu sa mère quelques années auparavant, avait depuis nourri l'idée de faire un jeu entièrement axé sur la question de la vie, et donc de la mort et du deuil, mission qu'il a confiée au réalisateur Yoshinori Kitase et à deux vétérans de la saga, le character designer Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima, scénariste sur plusieurs autres jeux de Square. Ils reprennent ici le concept bouddhiste de la réincarnation en faisant de ce cycle l'énergie vitale de la planète. Lorsque toute chose meurt, son énergie retourne dans la rivière de la vie qui parcourt la planète et la redistribue ensuite pour créer de nouvelles vies. C'est cette énergie spirituelle que la Shinra pompe avec ses réacteurs pour en faire de l'électricité qui ne retourne pas ensuite à la planète, détruisant petit à petit le cycle naturel de la vie. La Shinra l'utilise aussi sous forme artificiellement cristallisée en matéria pour obtenir des pouvoirs magiques, et provoque autour de ses réacteurs fuites et empoisonnements qui créent des monstres en infectant la faune locale, ce qui ne l'empêche pas de l'injecter aussi dans ses soldats car à dose mesurée,
elle renforce ses utilisateurs au prix d'un léger éclat dans les yeux. Le résultat d'une de ces expériences, menée par le professeur Hojo de la Shinra, va d'ailleurs revenir hanter aussi bien l'entreprise que notre personnage principal, puisque si au début notre mission semble être de se contenter d'arrêter la Shinra, nous apprendrons très vite que le véritable ennemi est un de ses anciens soldats devenus fous, le grand Sephiroth. Je sais, la VF du remake a tranché, mais personnellement je trouve que ça n'a pas de sens de dire Sephiroth. Déjà j'ai jamais l'impression que je parle de lui mais d'une fusion contre nature avec le personnage de Friends, mais surtout je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prononce Cloud dans sa version anglaise d'origine et pas Kulaudo si on garde la version japonaise de Sephiroth. C'est pas un mot japonais, Sephiroth. Et je ne comprends pas si on respecte les origines anglaises du mot Cloud, on ne prononce pas Sephiroth selon ses origines judaïques en disant Sphiroth. Alors désolé, mais je vais dire Sephiroth à la française dans cette critique. De toute façon, la seule façon de prononcer ce nom qui lui rend hommage, c'est celle-là. Censé avoir disparu après une mission, il est désormais déterminé à détruire toute vie pour devenir un dieu en fusionnant avec la rivière de la vie, en provoquant une blessure si énorme sur la planète qu'elle devra concentrer toute son énergie à cet endroit pour la cicatriser. L'histoire de Final Fantasy VII est dingue. Mais vous l'aurez remarqué, des scénarios comme ça, on en a déjà eu. Si ce récit a marqué à ce point, c'est parce qu'il a été raconté très différemment des opus précédents, et qu'il a provoqué des émotions qu'aucun joueur ne s'était attendu à ressentir jusque-là devant un jeu vidéo. Et la première chose qui permet à ce récit d'être raconté différemment des 6 précédents, c'est les backgrounds. C'est au final plus dans les environnements 2D, ironiquement, avec les différentes maps du jeu, qu'on va trouver de la mise en scène, et c'est un peu le cœur de cette vidéo. Avec ce jeu, la préhension d'un univers de Final Fantasy passe de technique, on va représenter ce monde comme on peut, à émotionnel. On n'est plus limité au simple point de vue zénital des jeux précédents, maintenant on a un environnement en perspective, filmé par une caméra. Pour la première fois, on peut avoir un point de vue sur l'univers d'un Final Fantasy. Et donc, faire passer des émotions et faire de la mise en scène visuellement, comme au cinéma. Il faut bien voir que les créateurs de Final Fantasy en général, et Kitase, qui a reçu des études de scénario en école de cinéma en particulier, sont très fans du 7e art. C'est pour ça qu'on trouve dans le jeu des tas de références à Godzilla et toute la culture kaiju, pour les armes qui sont des créatures célestes réveillées par la planète quand elles se sentent en danger pour servir comme... armes. Ouais non, il y a des domaines où c'était un petit peu fatigué niveau nom. Et plusieurs robots géants qu'on croisera dans le jeu. Et il y a aussi énormément de références à Fritz Lang et son Metropolis, avec son esthétique industrielle à base d'énormes tuyaux qui surgissent de partout, qui a nourri tout le cyberpunk jusqu'à Alita Battle Angel ou Akira par exemple, qui travaille également une surcharge de câbles et de tuyaux. L'organisation de Midgar, similaire à celle de Metropolis, organisée en cercle autour du bâtiment principal des dirigeants et construite au-dessus des quartiers pauvres. Ce plan du maître de Metropolis qui regarde la ville en train d'être détruite et celui-là du président de la Shinra qui fait pareil, et même son bureau ou son contremaître qui ressemble à Heidegger, le chef des armées de la Shinra, et son fils aux caractéristiques aryennes, l'explosion d'une des machines qui a servi l'humanité, et je vais m'arrêter là, parce qu'il y a aussi de grandes références à l'animation japonaise, avec par exemple certains designs qui viennent d'Akira, ou une passion de Cloud pour la moto, des références à Dragon Ball évidemment, avec notamment l'effet qui accompagne les attaques spéciales qui est clairement inspiré des Super Saiyans, des références à des séries cultes comme Star Trek The Next Generation dans l'intro, et dernièrement mais pas des moindres, de nombreuses références dans ce premier jeu à utiliser la caméra comme au cinéma à un de ceux qu'il a le plus étudié, Alfred Hitchcock, notamment avec le plan séquence du début qui va d'un plan général de la ville à la fenêtre du héros dans Psychose et au premier écran du jeu ici afin de plonger littéralement le spectateur ou le joueur dans l'univers du jeu. Le premier écran du jeu est un point de vue à hauteur d'yeux pour nous plonger directement dans ce monde en point de vue subjectif. L'utilisation régulière de plans zénithaux, qui contrairement aux anciens jeux ne sont plus une nécessité technique mais un choix pour transmettre une émotion, comme quand on s'enfonce dans les abysses de la Shinra, ou pour faire sentir la verticalité d'un décor ou créer un sentiment de vertige, ou encore l'idée de régulièrement rompre le récit, l'avant et l'après Midgar, l'avant et l'après incident de la Cité des Anciens, plus tard, l'avant ou l'après mise en place du plan de Sephiroth, et bien sûr les changements de disque, FF7 en compte 3, placés en accord avec les pivots dramatiques majeurs du récit. C'est clairement la narration du cinéma qu'ils veulent importer dans le jeu vidéo, celle de la caméra, de l'image pensée de façon cinématographique, selon le meilleur point de vue pour retranscrire la situation émotionnellement, ou l'environnement. Plus de canevas fixe. Si une ville est toujours limitée à un seul écran, l'architecture et l'organisation des environnements est désormais libre et permet de donner un feeling très particulier à chaque lieu. Chaque bâtiment peut avoir de la personnalité avec son design propre,
au lieu de devoir reproduire les mêmes angles et architectures pour économiser de la place en réutilisant les mêmes assets, et on peut donner leur charme spécifique qui les met à part à des lieux comme la maison d'Aéris, l'église étrangement baignée de lumière, et le pilier ou le parc à enfants. On peut comme avant voir l'intégralité de l'environnement avec un simple panoramique, grâce à des angles astucieusement choisis, soit pour représenter les lieux de façon pratique pour s'y déplacer, soit pour y faire passer une émotion. Et ces panoramiques peuvent désormais apporter du sens, en plus de simplement révéler l'image. La première fois qu'on arrive au bar de Tifa, le repère d'Avalanche, on est introduit par une petite animation montrant Barrett évacuer le bar à sa manière, filmée grâce à un panoramique de la caméra. L'utilité de ce mouvement et de cet angle, c'est de permettre aux joueurs de voir avant toute chose le mur de béton qui enferme le quartier. Et si on interroge ce mec avant d'y aller, on ne peut voir le pilier qui soutient la ville du dessus qu'au moyen d'un long panoramique qui pourtant ne montre jamais le ciel, permettant de faire ressentir l'aspect oppressant du lieu malgré sa démesure. On peut pour la première fois placer le personnage à différentes distances de la caméra, révolutionnant totalement le rapport au personnage des joueurs de RPG de l'époque, allant parfois jusqu'au plan taille, dans des séquences qui font appel plus à l'intimité, comme au début du flashback de Cloud et Tifa, bien que le peu d'animation disponible au niveau du visage les réfrène d'aller trop près tout de même. Les développeurs ne vont pas hésiter à faire plusieurs angles dans les mêmes environnements, juste pour pouvoir changer la tonalité du plan. Dans la scène de l'église où on rencontre Aéris, une marchande de fleurs qui rejoint très vite le groupe et sera essentielle au scénario, leur discussion est filmée, entre guillemets, avec un plan pris à hauteur d'yeux, assez proche des personnages, afin que l'attention se porte sur eux, qu'ils soient dans un cadre intime et rapproché, mais dès que les soucis se présentent, on passe à un plan depuis l'entrée, indiquant la menace avec ce regard plongeant sur les personnages, et une situation assez tendue qui nécessite de nous donner une représentation plus générale de l'environnement pour savoir où est-ce qu'on peut aller. L'usage de différentes focales fait son apparition. Certains plans sont filmés avec des angles moyens, proches du regard humain, là où certains sont tellement grand angle que les distances sont déformées et provoquent même un sentiment d'aberration visuelle, une putain d'évolution par rapport aux plans fixes zénithaux et aux perspectives cavalières des premiers jeux. Grâce à ce simple changement de point de vue variable au cours du jeu, la totalité des plans deviennent le vecteur d'une émotion. Le simple fait d'avoir une plongée ou une contre-plongée change totalement notre rapport avec les divers environnements du jeu. Pour la première fois, un jeu à visée immersive ne repose pas que sur les dialogues et un torrent d'informations délivrés par tous les personnages avec lesquels on peut interagir, mais peut nous immerger visuellement. Ça permet par exemple à l'atmosphère sombre et puante de Midgar, peu importe à quel étage, d'imprégner le joueur de rouille, crasse, tôle et métaux de récupération, peinture écaillée, tapisserie jaune, terre, béton, sable, graffiti, tuyaux et câbles électriques, fumée et nombreuses autres marques de délabrement, ici comme tout au long du jeu. Ces choix visuels témoignent d'ailleurs d'un certain passé, avec ces environnements qui sont tous le vécu, ces morceaux de robots qui dépassent par-ci par-là et témoignent d'un conflit révolu, d'une façon équivalente à celle d'un Star Wars et son futur usé. Les personnages vont d'ailleurs plus souvent parler de pourquoi les gens décident de rester là que des conditions de vie elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de mots ou très peu, les images suffisent. Encore mieux, les lieux peuvent ainsi raconter leur propre histoire par eux-mêmes. Dans le village de Corel Nord, un bidonville situé non loin du village original de Barrett, Corel, on apprend que la Shinra a rasé le village pour couvrir une malfonction du réacteur qu'elle y avait construit, moment qui a vu la femme et le meilleur ami de Barrett faucher. Et je crois que plusieurs joueurs ont jamais fait le rapprochement, mais l'endroit verdoyant où était Corel, c'est aujourd'hui le désert qui abrite le Gold Saucer, le casino gigantesque dans lequel une bonne partie des événements importants se déroulent. Un lieu adoré par tous les joueurs du jeu car il permet d'accéder à tous les mini-jeux disponibles au cours de l'aventure à volonté, qui est en fait une création de la Shinra pour faire oublier le village de Corel, dont les restes pourrissent à la racine du bâtiment. On a beau voir le village, réaliser qu'on est dans la même maison que là où le flashback se déroule, on a du mal à se dire que cette ville est à la base de la structure du casino. L'ambiance de l'environnement est tellement différente, l'angle de caméra a changé, qu'il est très facile de passer à côté du fait que ce réacteur, au milieu de nulle part, est probablement ce qui alimente le casino et Costa del Sol, la ville touristique en électricité, et le fameux réacteur qui a mal fonctionné et provoqué la colère de la Shinra, et que donc, à chaque fois qu'on va à Costa del Sol, à chaque fois qu'on va au Gold Saucer, on nourrit le délire mégalo et polluant de la Shinra qui nous a fait tourner la tête avec l'outil le plus ancien pour contrôler la foule, des jeux et des divertissements. C'est le genre de petits détails qui montrent la subtilité du récit visuel de Final Fantasy VII. Vous savez les avertissements qu'on veut mettre pour recontextualiser les œuvres racistes? Bah c'est pour ça qu'on veut les mettre. Parce qu'au bout d'un moment, si tu te concentres sur ce qui est agréable, ça camoufle, fait oublier, dissimule les atrocités qu'on essaye de cacher ou de présenter sous un jour plus convenable, et au bout d'un moment, tu finis par oublier que la base de ton divertissement est quelque chose de particulièrement sombre. En parlant du Gold Saucer,
C'est un décor tentaculaire, retranscrit par son design axé sur un déplacement à choix multiples, et un des rares lieux à prendre plusieurs maps pour être parcouru de fond en comble. Une caractéristique généralement réservée aux villes occupées par la Shinra, telles que Junon, une ville sur plusieurs niveaux. La seule ville de Midgar contient une centaine de backgrounds différents. C'est la première fois dans l'histoire d'un RPG qu'on peut se permettre de passer 8 heures dans une seule ville. En principe, c'est rien de plus qu'un objectif sur le parcours, une étape pendant laquelle on essaie de trouver ce qu'il va falloir qu'on fasse ensuite pour avancer en parlant avec 2-3 personnages non jouables qui ont une information à te donner et les commerçants. FF7 te fait ressentir la démesure de la ville en lui faisant occuper tout le premier acte. En fait, c'est comme si les premières villes d'un RPG étaient les quartiers de Midgar. Les secteurs, dont on visite les 5e, 6e et 7e taudis, avec de brefs aperçus des vrais secteurs au-dessus, sont autant de villages isolés, construits sur le même principe avec sa place principale, remplie d'échoppes diverses et variées, et quelques lieux plus importants. Les donjons sont urbains, un réacteur et les quelques rues qui permettent d'y accéder comme entrée et sortie, une tour de bureau au lieu d'une tour démoniaque, un cimetière de train en lieu de labyrinthe, et un tout petit niveau d'égout et de passages secrets. Midgar, c'est 3 villages connectés entre eux et liés à 2 donjons, un labyrinthe et plus encore, en un seul lieu. Partout la même ambiance décrite plus tôt, et face à ça, chaque village ou grotte qui n'a que 1 ou 2 écrans, excepté les magasins par la suite, semblera minuscule en comparaison de la démesure de Midgar, témoignant de la puissance de la Shinra. Vraiment, il y a une démarcation notable dans le nombre d'écrans dédiés aux lieux de pouvoir, à l'exception des donjons, moins longs et labyrinthiques que dans les jeux précédents car plus réalistes, si ce n'est de rares environnements qui essayent de reproduire ce style en perspective, et de tous les lieux dédiés à un contre-pouvoir, comme la Cité des Anciens, Wutai a un environnement particulièrement caché dans le jeu sur une île étroite qui, avec son design ancien intégré à la nature, ses représentations de divinités à flanc de montagne et son passé conflictuel avec la Shinra, incarne son opposé, et probablement le Japon médiéval, voire le Japon tout court, face au mondialisme capitaliste, et surtout le Cosmo Canyon, région aride et pauvre en Mako et donc laissée tranquille, mais siège spirituel du monde de Final Fantasy VII, qui contient un donjon, où chaque lieu a des écrans plus ou moins resserrés et utiles, des écrans qui permettent de mettre en avant des mécanismes marquants comme la machine de Bugenhagen, et où la flamme sacrée a son petit plan rapproché pour faire ressortir les liens qui unissent nos personnages entre eux et les relient à leur terre. De la narration juste par les plans, que ce soit avec leur nombre ou le point de vue choisi pour les représenter, et à travers le design des environnements, il y en a presque dans tout le jeu. Comme avec Gongaga, ville au milieu d'une forêt tropicale, où l'ombre de l'incident qui a coûté la vie à tant de gens plane constamment avec les restes éventrés du réacteur explosé toujours à l'horizon, et le cimetière, première chose que l'on y voit. Ou le village fusée, construit par des ex-employés de la Shinra qui travaillaient sur le programme spatial après un lancement raté, intervenu juste avant que la Shinra abandonne son programme spatial pour se concentrer sur Midgar, où la fusée rouille et penche de plus en plus chaque année, alors que les habitants aux rêves brisés tentent de rester en vie. Chaque village porte les traces d'une exaction commise par la compagnie ou de son influence néfaste. On peut enfin noter que dès Final Fantasy VII, on commence à apporter la notion de profondeur de champ, puisqu'un certain nombre d'environnements affichent du flou, comme ici dans les escaliers, et plusieurs décors où ça n'est pas extrêmement utile, mais aussi dans cette séquence qui recentre notre attention sur le cristal d'une fontaine Mako, en resserrant le cadre et en ajoutant du flou en arrière-plan. Cela sera un peu plus développé dans le 8e jeu avec un changement de point dans un des décors, mais ça restera extrêmement rare malgré tout, et disparaîtra même jusqu'à Final Fantasy XIII, la profondeur de champ étant très difficile à gérer en 3D sur les consoles d'ancienne génération. D'ailleurs je mens, il y a de la profondeur de champ dans Final Fantasy XII, mais c'est fait artificiellement en doublant l'image, et ça compte pas parce que c'est moche. Et puis de toute façon c'est FF12 donc ça compte pas en général. Na! FF7 est aussi infiniment plus subtil dans sa façon de raconter l'histoire visuellement. Auparavant, un flashback par exemple était une coupure nette dans le récit ou dans le gameplay, mais dans ce FF, si certains flashbacks, souvent optionnels, sont pensés ainsi, ceux intégrés au récit principal sont soit jouables, comme on le verra plus loin, soit, comme celui qui tourne autour d'Aeris, subtilement intégrés. Les événements qui se déroulent en dehors de sa maison, où se trouve la personne qui raconte l'histoire, sont présentés avec un fondu au blanc, une transition douce, et tous ceux qui se déroulent dans la maison surviennent après des transitions en panoramique, jouant sur cette nouvelle façon de présenter les décors comme de petits dioramas isolés dans le noir, qui, cela dit, ne sera présente que dans le 7, le 8 et le 9 veillant à s'éloigner du point de vue zénital et proposer le plus d'angles de vue cinématographiques et inclus dans le décor possible. La transition se fait même parfois sans avoir à faire totalement disparaître le décor. Le même cadre contient alors 2 temporalités différentes, aucun cut brusque ne vient interrompre le récit, et on parvient donc à garder une idée de continuité narrative alors qu'on fait des sauts dans le temps toutes les 30 secondes. Mais tous les environnements ne sont pas figés en 2D, et l'une des plus grosses révolutions de Final Fantasy VII est sa carte du monde entièrement en 3D temps réel.
Proposant une vue zénitale, proche de celle des jeux Super Nintendo, la plupart des joueurs préfèrent l'explorer avec une sorte de vue troisième personne très éloignée, qui va pour la première fois nous donner un point de vue convaincant sur de vastes paysages, offrant un vrai sentiment de grandiose et d'ouverture. La carte du monde 3D apporte également un gros plus ludique par rapport à son versant 2D, car dans ces versions il était assez facile de se perdre. On sortait du village et c'était un petit peu au bonheur la chance de savoir dans quelle direction il fallait aller. Ici, le prochain objectif est quasi toujours visible à l'horizon, souvent avec le moyen d'y accéder. L'orientation du joueur sera un nouveau point essentiel apporté par l'arrivée de la troisième dimension en jeu vidéo. Et on le verra plus tard plus en détail, mais la carte aide aussi à raconter l'histoire. Quelques séquences de dialogue et mouvements de caméra appuient le grand spectacle, tout autant que l'immersion du joueur et bien sûr la narration, et il y a de petites subtilités comme le fait que l'ambiance change quand on s'approche de Midgar et de ses terres arides. En ajoutant les combats 3D qu'on abordera plus loin, c'est l'intégralité des aspects du jeu qui est révolutionnée par l'arrivée de la caméra et du point de vue, qu'il soit libre en 3D ou fixe en 2D. Désormais, avec des backgrounds expressifs et la possibilité de se rapprocher des personnages, symboliquement, le fondu au noir entre deux écrans n'est plus qu'un temps de chargement, c'est aussi un cut. Une ville n'est plus qu'une map, c'est un plan de caméra, parfois accompagné d'un mouvement de cette caméra comme un panoramique, d'un deuxième plan pour marquer les éléments importants, et à certaines occasions, la caméra peut même bouger lorsqu'une cinématique prend le relais du background habituel, parfois avec les personnages en temps réel incrustés et les dialogues, grâce à des transitions invisibles, à l'époque, entre les décors et des scènes cinématiques précalculées. Alors oui, ça paraît ultra basique et un peu bas de gamme aujourd'hui, mais à l'époque on n'avait jamais eu une mise en scène de cinéma dans un jeu narratif et immersif, et le fait que la transition soit invisible et capable d'utiliser les modèles 3D en temps réel au-dessus des vidéos faisait que la cassure entre la phase narrative et la phase de jeu était totalement transparente. Et ça, c'est une grande première. Avec ce genre de possibilité de mise en scène, on peut par exemple appuyer que le combat du personnage est contre la Shinra avec ce plan qui met Cloud en rapport avec le réacteur, en contre-plongée, façon très claire de marquer par le cadre le sentiment d'une confrontation, d'un ennemi désigné et qui domine, juste en changeant la hauteur du point de vue. Ou on peut encore, arrivé au sommet de ce cratère, ne pas se contenter d'un fondu au noir habituel et lorsque le héros arrive à un point précis, procéder à un mouvement de grue pour révéler l'étendue et la majesté de l'environnement auquel on vient d'accéder. On peut aussi illustrer visuellement l'idée d'explorer ses souvenirs comme dans la justement mémorable séquence où Cloud est plongé en compagnie de Tifa dans son subconscient, qui utilise des trucages pour sauter d'un environnement à l'autre à l'aide de mouvements de caméra extrêmement élaborés et de jeux de perspective assez tripants qui font ressortir le côté éthéré de la scène. Pour le joueur, de l'époque notamment, car l'effet marchait mieux sur des anciennes télés, il n'y a eu aucune transition entre les cinématiques et les phases de jeu. Tout s'est déroulé comme un plan séquence. Mais surtout, on a le droit à de véritables petits chefs-d'œuvre avec ces petits courts-métrages d'animation que sont les cinématiques du jeu. Prenez juste le gigantisme retranscrit par l'intro, passant du vide spatial et ses centaines d'étoiles à l'intimité du visage d'Aeris, suivi d'un travelling arrière sur Aeris qui recule à travers les décors, et décolle ensuite pour afficher l'ensemble de Midgar, grouillant d'activité. Du plus grand au plus petit, et du plus petit au plus grand, pour faire ressentir la démesure de l'univers de Final Fantasy VII. Il faut bien voir que l'une des raisons principales qui a fait acheter ce jeu aux joueurs, c'est ses cinématiques. Créé par Visualworks, une filiale de Square dédiée à l'animation 3D lancée lorsque la compagnie a migré sur PlayStation, les publicités à la télé les mettaient particulièrement en avant au point que... il y avait que ça en fait, et du coup quand les joueurs lambda, genre mes demi-frères, ont joué au vrai jeu et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient pas marteler les boutons pour taper, qu'il y avait des tonnes de texte à lire, et que les belles vidéos étaient beaucoup plus loin dans le jeu, ils ont refilé le jeu au petit frère ou à la petite sœur pour pas se dire qu'ils avaient claqué des thunes pour rien. Mais imaginez à l'époque, pour les joueurs réceptifs, c'était une véritable récompense, toutes les 3-4 heures, de voir une nouvelle séquence. Tous les moments forts ont droit à leur séquence illustrée, entièrement sans dialogue, à 2 exceptions près, et chacune est à la hauteur des attentes. Quand on se prépare enfin à sortir de Midgar, après tous les retournements et révélations qui se sont produits, tous les boss affrontés, on célèbre ce point du scénario avec ça. Puis mini-jeu et arrivé sur la carte du monde.
Voilà une putain de récompense et de façon de redynamiser le script. Et dans le genre s'inspirer de la narration du cinéma, difficile de faire mieux que d'inclure des films dans ton jeu. Les champs contre champs, les establishing shots, les divers mouvements possibles pour la caméra, en grue, en travelling, ou des choses aussi subtiles qu'un panoramique, un changement du point ou encore du ratio, tous les codes visuels du cinéma font leur introduction dans ces cinématiques. Puisque la plupart des autres plans sont fixes, celles-ci mettent un point d'honneur à avoir une caméra dynamique, constamment en mouvement et qui permet de parfaitement définir l'univers, souvent avec des rotations autour d'un axe. Mon seul souci, c'est que les personnages sont assez inconsistants d'une vidéo à l'autre, probablement pour atténuer la distinction entre le gameplay et les vidéos. En effet, si parfois on a droit à de très beaux modèles détaillés, on a parfois droit au graphisme in-game du jeu, et parfois on a ces mêmes versions SD, mais en précalculé. Je crois que les modèles détaillés sont réservés aux cinématiques les plus importantes, comme l'introduction, celle du milieu, ou la cinématique de fin. Très bonne occasion du coup d'aborder les chara design. Le fait de devoir gérer les environnements en profondeur, et en vaste profondeur pour rendre le gigantisme de ce monde, a mené à un challenge. Rendre visible le personnage quelle que soit la distance par rapport à la caméra et la complexité de l'environnement qui l'entoure. Encore une fois, à l'époque, l'image que sort la PS1 est en 320 par 240, alors lorsqu'il est au loin, Cloud a vite fait de finir en masse informe et grouillante de pixels, raison pour laquelle il a une tenue violette et des cheveux blonds coiffés en énorme pic. Bon, ça c'est aussi parce que Dragon Ball avait un max de succès, mais avec ces deux couleurs, le violet, très rare dans les environnements urbains autant que naturels, et le jaune, qui le rend repérable dans l'ombre, Cloud est visible dans n'importe quel environnement et à n'importe quelle distance. Mais apparemment, il est toujours pas assez visible pour que les personnages non jouables remarquent qu'il est en train de piller leur maison. C'est aussi la raison pour laquelle les persos gardent les proportions SD, comme on les appelait à l'époque, comme diminutif de Super Deformed, ou Super Déformé. À certaines distances, des personnages aux proportions humaines auraient été absolument impossibles à voir sur une télé de l'époque, et quelque part, Squaresoft se demandait sans doute jusqu'où les fans étaient prêts à accueillir la nouveauté et à se séparer des designs 2D très esthétisés et minimalistes d'antan. Au final, les modèles des persos sont assez proches de ce qu'ils ont fait pendant des années, transcrits en 3D. Un gros visage, de base, des grands yeux de manga bien expressifs et des grosses épaules et poings pour voir ce qui tient leurs épées, et je trouve que c'était une bonne solution, un bon choix graphique pour marquer une évolution dans la continuité. Ils sont restés à la SD avec des modèles de combat ou cinématiques pour amorcer ou explorer la transition vers des modèles plus réalistes. On remarquera au passage que les modèles 3D sont en face pleine avec quasi aucune texture en dehors des yeux, ce qui permettait d'afficher plus de polygones et explique pourquoi les modèles de combat ont aussi bien vieilli. Leur niveau de détail était ainsi supérieur à la plupart des jeux de la console de l'époque, et même pendant quelques temps après, mais cela, tout comme les joints entre les différents boudins qui composent leur corps, évoluera dans les opus suivants avec la pratique de la console et l'amélioration des kits de développement fournis par Sony. Et du coup, pour revenir aux différents modes sur PC que j'évoquais en début de vidéo, c'est pour ça que je déteste tous ceux qui essayent de remplacer les modèles 3D des personnages, parce qu'au lieu d'essayer de respecter ce choix artistique en essayant de les affiner pour essayer, par exemple, de se rapprocher de ce qu'ils ont fait dans le 9e opus, si ce n'est pour ce patch qui est sorti très récemment et qui ne concerne pas la plupart des personnages non jouables du jeu, les fans font toujours des personnages aux proportions humaines, et c'est dégueulasse! Aucun des décors du jeu n'est pensé pour des proportions humaines. Ils sont pensés pour coller à des personnages en SD, être à leur échelle, et avec ces putains de modes, ils jurent toujours complètement avec le reste du décor et le jeu n'a plus aucune cohérence visuelle. Il y a des modes qui sont l'équivalent de régler correctement une voiture ou de débrider une moto, et puis il y a le Jackie Tuning. Bref, les modèles des persos sont tous pensés avec des couleurs et des carrures qui permettent de les repérer, même au loin. Les personnages secondaires laissent aussi toujours la place au personnage principal sur la carte du monde ou dans les villes, mais ils sont présents à presque toutes les interventions centrales au récit, même s'ils ne parlent pas. Afin d'être faciles à discerner et expressifs, les mouvements des personnages ont été pensés pour être plus proches du mime, de l'expressivité des films muets des débuts, ou plus moderne et approprié peut-être, de l'animation. Le jeu a une esthétique très Japanimation, comme en témoignent les cheveux de Cloud, et comme c'était justement la période de Dragon Ball à la télé et l'animation japonaise en général ont commencé à devenir mainstream, les développeurs déjà intéressés par le domaine ont pu s'appuyer sur ce langage visuel émotionnel pour rendre expressif leur bloc de polygones. Les animations sont souvent assez exagérées pour être discernables à n'importe quelle distance, et beaucoup sont exclusives à certains personnages pour marquer leur personnalité. Personne d'autre que Tifa, par exemple, ne met sa jambe dans cette position pour charmer Cloud,
qui lui passe son temps à avoir des gestes mal à l'aise, se gratter la tête, ce petit mouvement de jambe, ce haussement d'épaule, sa façon de dire non, oui, ou au contraire exprime sa résolution avec sa façon de se mettre lentement en garde quand il sort son épée au lieu d'aller à fond la caisse, pour bien montrer qu'il se prépare. Le nombre d'émotions affichables par les personnages a été démultiplié. Là où le simple fait de montrer le personnage de face ou de profil se faisait au prix d'un nouveau sprite entier, et autant de mini-sprites qu'il en fallait pour animer de petites émotions, avec la 3D, le modèle est toujours le même et il suffit d'indiquer des coordonnées aux diverses articulations, ce qui prend moins de place sur un format déjà plus généreux en espace de stockage. Et de fait, la quantité d'émotions affichées par les personnages du jeu est non seulement gigantesque, mais aussi subtile. Certaines n'existent que pour des actions très précises et ne seront jamais réutilisées. Presque toutes les émotions humaines peuvent désormais être reproduites bien qu'exagérées, et elles sont désormais délivrées en parallèle au texte, associant les deux pour produire une réaction émotionnelle. Le saut en avant dans l'éventail des émotions que le jeu peut faire ressentir aux joueurs est juste sans précédent. Joie, mélancolie, amour, haine, certitude, contrôle, lâcher-prise, amitié, rivalité et toutes les nuances entre ces extrêmes. Le jeu vidéo narratif devient ici un équivalent du cinéma. Il dispose des mêmes armes, des mêmes codes. Son seul défi désormais, c'est de les utiliser sur une durée plus longue, à la manière d'une série télé, et de les rendre, au fur et à mesure des différentes évolutions technologiques, plus réalistes. On se retrouve en deuxième partie pour ceux qui n'ont pas peur des spoilers, et en troisième partie pour ceux qui veulent finir le jeu avant de regarder l'intégralité de cette vidéo. A tout de suite.